Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts pour notre affaire du jour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une chaîne YouTube assez peu ordinaire. Les chaînes YouTube familiales sont très populaires, et ce depuis déjà pratiquement une quinzaine d'années. C'est au milieu des années 2010 que ce genre de contenu a fait un véritable carton. Les enfants sont mis à l'avant et deviennent les stars d'internet. Ils sont filmés par leurs parents sous forme de vlogs ou parfois lors de vidéos d'unboxing de produits en tout genre ou encore en train de tester des jouets. Mais le succès de ce genre de contenu va rapidement attirer des personnes ayant de très mauvaises intentions. Et certains enfants se retrouvent alors à être de véritables machines à sous qui sont exploitées et dans certains cas même maltraitées. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui rassemble absolument toutes ces catégories ensemble. Accrochez-vous bien car ce n'est pas une histoire facile à entendre. Vous pouvez dès à présent vous installer bien confortablement pour notre affaire du jour. Au mois de juillet de l'année 1971, Machelle Hobson voit le jour dans l'Arizona aux États-Unis. Et ceci est à peu près tout ce que je peux vous dire de notre protagoniste d'aujourd'hui, car absolument aucune information concernant sa jeunesse ne se trouve disponible en ligne. J'ai eu beau retourner internet au complet, tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'elle était au lycée, elle était une personne très populaire, assez intelligente, et que la plupart des autres élèves l'apprécient beaucoup. Il est donc impossible de savoir de quel genre de milieu elle provient, à quoi pouvait bien ressembler son enfance, ou encore si elle a des frères et sœurs. On fait donc un énorme bond dans le temps, et Machelle, qui est maintenant âgée de 20 ans et qui se trouve être célibataire, est invitée à se rendre à un rendez-vous arrangé par l'un de ses amis. Ce dernier connaît un jeune homme ayant à peu près le même âge que Machelle, célibataire lui aussi, et qui pourrait apparemment beaucoup lui plaire. Et c'est ce soir-là que Machelle fait la rencontre de Gino Valerio. Du moins, c'est ce que Machelle pense, car en réalité, Gino et elle se connaissaient déjà. Ils avaient tous les deux étudié au même lycée, et Gino se souvenait très bien de Machelle. Il était quelqu'un de très réservé, et il le dit lui-même, il était à l'époque un véritable geek. Il n'est donc pas étonné du tout que Machelle, qui était si populaire, n'ait aucun souvenir de lui. Mais cette deuxième rencontre va être bien différente de la première, car cette fois-ci, Machelle n'a Dieu que pour Gino. Et après cette soirée, ils ne se quittent plus, et leur relation devient rapidement très sérieuse. Gino, à ce moment-là, sort tout juste des Marines et souffre de troubles de stress post-traumatique plutôt sérieux et d'anxiété. Mais cela ne va aucunement effrayer Machelle, qui bien au contraire met absolument tout en œuvre pour aider Gino à surmonter cette épreuve difficile. Et ça va être grâce à son aide que Gino va être capable de se remettre sur pied, de retrouver du travail et surtout de reprendre sa vie en main. Le lien entre eux est extrêmement fort et ils décident tous les deux qu'il est temps de passer à l'étape supérieure en se mariant. Mais surprise, car quelques mois seulement avant la célébration de leur union, Machelle apprend être enceinte. Cette nouvelle va tous les deux les combler de bonheur, et en 1995, ils déménagent ensemble dans l'état du Nevada, où ils se passent la bague au doigt, tandis que le ventre de la jeune femme commence à plutôt bien s'arrondir. Et au cours de leur cérémonie de mariage, un événement plutôt étonnant va avoir lieu. À ce moment-là, Gino et Machelle sont ensemble depuis un petit peu plus d'1 an. Gino était donc persuadé de plutôt bien connaître sa fiancée, mais il ne pouvait malheureusement pas avoir plus tort. Alors que tout le monde est en train de faire la fête, Gino ne peut s'empêcher de remarquer que 2 très jeunes enfants ne cessent de suivre Machelle, qui est maintenant devenue sa femme, et il lui demande à qui appartiennent ces jeunes garçons. Et dans le plus grand des calmes, Machelle lui répond que ce sont ses enfants. Gino n'en avait absolument pas la moindre idée. Pendant tout ce temps, à aucun moment, Machelle ne lui a mentionné avoir des enfants. Et elle va même aller plus loin encore car elle lui admet avoir été mariée par le passé. C'est une fois sortie du lycée qu'elle a fait la rencontre d'un jeune homme, qu'elle a donc épousé et avec qui elle a eu 2 petits garçons, Logan et Ryan Hackney, qui étaient maintenant âgés de 4 et 2 ans. Lors de sa séparation de son premier époux, la garde complète des 2 enfants avait été confiée à leur père. Machelle ne les voyait donc qu'à de très rares occasions, ce qui explique pourquoi Gino ne les avait jamais rencontrés. Et à l'intérieur de l'appartement de Machelle, absolument rien ne laissait à penser qu'elle puisse avoir des enfants. Il n'y avait aucune photo des jeunes garçons, aucun jouet, aucun vêtement, absolument rien.
La vérité serait cependant que Machel possédait plusieurs photos de Logan et Ryan, mais qu'elle s'assurait de les cacher à l'intérieur d'un placard à chaque fois que Gino venait lui rendre visite. C'est assez fou de s'imaginer qu'elle a été capable de garder un aussi gros secret durant tout ce temps. Et croyez-moi, ça en dit beaucoup sur la personne qu'est Machel. Malgré le choc de ces révélations, Gino, qui à ce moment-là se trouve toujours dans son costume de mariage, en train de célébrer son union entouré de tous ses proches, décide de mettre cela de côté et de se concentrer plutôt sur son bonheur actuel. Peu importe le passé de Machel. Après tout, aujourd'hui, elle était sa femme et elle le rendait le plus heureux du monde. Quelques mois plus tard, le couple célèbre l'arrivée au monde de leur premier enfant, une petite fille. Mais cependant, le passé de Machel va bien rapidement se répéter. Très peu de temps après la naissance de leur enfant, le tempérament de la mère de famille change radicalement. Elle, qui jusque-là s'était montrée extrêmement douce, calme et patiente, révèle un côté d'elle que Gino ne lui connaissait pas. Elle se met à contrôler les moindres mouvements de son mari et ne se gêne pas pour se montrer agressive ou même violente si ce dernier ne lui obéit pas. Gino n'avait pas le droit de sortir de la maison ou de parler à ses amis sans avoir précédemment obtenu l'accord de sa femme pour cela. Mais il ne pouvait pas non plus se reposer, car s'il y a bien une chose que Machel ne supportait pas, c'était de voir Gino ne rien faire. Elle le forçait sans arrêt à effectuer des tâches ménagères en tout genre. Elle, par contre, avait totalement le droit de se détendre devant la télévision durant des heures entières. Ça, ce n'était pas un problème. Le pauvre Gino ne tiendra pas bien longtemps dans ces conditions et finira par demander le divorce. Et cette fois-ci, Machel obtient la garde totale de leur fille. Et elle s'assure que cette dernière ne reprenne jamais contact avec son père, en lui bourrant le crâne de mensonges à son encontre, le faisant passer pour la pire des personnes. Mais Machel ne va cependant pas s'arrêter là, car après son deuxième divorce, et alors qu'elle approche de la trentaine, elle se marie pour la troisième fois. Un mariage qui va une fois de plus échouer et se terminer en divorce quelques années plus tard. Mais au cours de cette union, elle donnera naissance à son quatrième enfant, une petite fille prénommée Megan qui voit le jour durant l'année 2000. Après cet énième échec amoureux, Machel décide de quitter le Nevada et de retourner s'installer dans son état d'origine, l'Arizona, dans la ville de Maricopa plus précisément. À ce moment-là, elle vit avec ses deux filles, tandis que ses deux fils, Ryan et Logan, qui vont revenir un petit peu plus tard dans cette histoire, vivent eux toujours chez leur père. Et au début des années 2000, Machel, qui est toujours célibataire et ressent énormément de solitude, prend une grande décision, celle d'adopter plusieurs enfants. Et c'est à la suite de cette terrible décision que notre affaire d'aujourd'hui va voir le jour. Machel commence par offrir ses services en tant que famille d'accueil. Elle va héberger au cours de plusieurs années une quinzaine d'enfants, âgés bien souvent entre 2 et 13 ans, et étant en attente d'adoption. Pour vous donner une idée, elle va à un moment donné se retrouver avec pas moins de 10 enfants sous son toit, en plus de ses deux filles biologiques qui vivent toujours avec elle. Et elle va continuer ainsi durant un long moment, avant de ne prendre la décision d'adopter certains de ses enfants. Et il n'y a absolument rien d'honorable derrière cette décision, car ce n'est aucunement de bon cœur et dans le but d'offrir un avenir et une famille à de jeunes enfants dans le besoin. Non, 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 car la triste réalité, c'est que Machel avait beaucoup de mal à se trouver un emploi, et elle s'est dit que le meilleur moyen de se faire de l'argent serait d'adopter des enfants pour percevoir de l'argent du gouvernement. Mais son plan n'était pas d'adopter 1 ou 2 enfants, elle en voulait autant que possible. Au cours d'une dizaine d'années, ce seront 7 enfants qui vont être adoptés par Machel. Et je tiens à préciser que les identités de ces enfants ont été gardées secrètes pour pouvoir les protéger. On ne connaît donc absolument rien sur eux, ni leur âge, ni leur prénom. Tout ce que je peux vous dire cependant, c'est que Machel ne les a pas choisis par hasard, car elle s'est mise en tête de n'adopter que des enfants ayant des besoins spéciaux. Que ce soit des enfants ayant une déficience physique, intellectuelle ou encore sensorielle, ou tout simplement souffrant de troubles émotionnels ou du comportement. Ce sont ces enfants qui ont bien souvent du mal à trouver une famille d'accueil qui intéresse le plus Machel. Son entourage est impressionné par la bienveillance dont elle fait part, en offrant une seconde chance à ces pauvres enfants défavorisés. Tout le monde la voit littéralement comme une héroïne au grand cœur. Mais la réalité est cependant bien différente, car même si Machel fait passer cela comme étant un acte de bonté de sa part, en réalité la seule et unique chose qui l'intéresse se trouve être l'argent.
Car en adoptant ces enfants, l'échec de pension était bien plus élevé que s'il s'agissait d'enfants ne souffrant d'aucune difficulté particulière. La famille Hobson s'agrandit donc à vue d'œil, et Machel n'est pas peu fière de sa petite troupe. Elle ne manque jamais de sortir exposer ses enfants aux yeux de tous, ou encore de mentionner à quiconque entame une conversation avec elle à quel point elle est une personne remarquable pour avoir sauvé ces jeunes enfants qui sans elle n'auraient jamais trouvé de famille. Et c'est elle-même qui utilise le mot « sauver ». Mais s'il y a bien une chose que l'on peut dire, c'est que ces pauvres enfants n'ont aucunement été sauvés par Machel, bien au contraire. Car les conditions dans lesquelles ils vivent sont absolument terribles et inhumaines. À commencer par leur hygiène. Les douches étaient totalement inexistantes chez les Hobson. Les enfants ne se lavaient jamais, ne se brossaient pas les dents non plus et ne possédaient presque aucun vêtement. Il n'était pas rare pour eux de devoir porter les mêmes habits et les mêmes sous-vêtements durant des semaines entières. Les couches des plus jeunes enfants n'étaient que très rarement changées. Et tout comme les plus vieux, ils ne possédaient pas de vêtements car d'après Machel, il n'y avait aucun intérêt pour un enfant ou encore un bébé de posséder des vêtements. Ils se promenaient donc du matin au soir en couche-culotte. Mais le pire, c'est que Machel recevait de l'argent du gouvernement dans le but d'offrir à ses enfants une qualité de vie correcte. Mais il était pour elle impensable de dépenser un seul centime pour eux. Elle gardait tout cet argent pour ses petits besoins personnels. Et concernant la nourriture, c'était la même chose. Les enfants étaient sous-alimentés et étaient extrêmement maigres pour leur âge. Ils mangeaient un repas par jour, parfois deux, mais c'était un petit peu plus rare. Et quand je vous parle de repas, il ne s'agit pas là de véritables repas, mais plutôt de collations. Des céréales et des cookies. Machel ne cuisinait absolument jamais. Elle s'alimentait elle aussi uniquement de chips, de soda et de biscuits. Mais la différence avec ses enfants, c'est que elle mangeait toujours à sa faim. Et si l'un des enfants avait le malheur de lui demander un petit peu plus à manger que ce qu'elle lui avait offert, alors ce dernier se retrouvait puni. Et les punitions chez les Hobson ressemblaient plutôt à des séances de torture. Les portes de chambre des enfants étaient munies de verrous, et si l'un d'entre eux ne se comportait pas correctement selon les exigences de la mère de famille, alors il se retrouvait enfermé dans sa chambre des heures entières, sans la possibilité d'utiliser les toilettes, sans la moindre nourriture, et parfois même sans vêtements. Et vu que les enfants ne pouvaient pas utiliser les toilettes, Machel leur faisait porter des couches, même aux plus grands qui étaient à ce moment-là des préadolescents. Et malheureusement, il s'agissait là de la punition la plus douce, car il n'était pas rare pour les enfants d'être très violemment battus par Machel. La violence a commencé par des petits coups lorsque les enfants ne lui obéissaient pas, mais très vite, les choses ont pris une tournure bien plus agressive, et Machel est devenue de plus en plus sadique. Les tortures qu'elle leur faisait subir étaient absolument terribles, et la mère de famille, si on peut appeler ça une mère, semblait prendre plaisir à voir les enfants souffrir et ne manquait jamais d'inspiration pour créer de nouvelles punitions, toutes plus violentes que les précédentes. Par exemple, elle forçait les enfants à se mettre entièrement nus, le visage collé à un mur de la maison et les bras en l'air. Et ils devaient tenir dans cette position sans jamais décoller leur visage, baisser les bras ou encore s'asseoir, et ce jusqu'à ce que Machel ne les autorise à le faire. Et cela pouvait durer ainsi durant des heures entières. L'un des enfants a même confié avoir dû tenir un jour cette position pendant pratiquement 20 heures d'affilée. Et si la punition n'était pas respectée et que l'un des enfants baissait les bras de douleur sans que Machel ne l'ait autorisé à le faire, alors soit la séance de torture était prolongée et il devait tenir dans cette position plus longtemps encore, soit Machel passait à une autre forme de supplice. Et l'une de ses armes préférées se trouvait être la bombe lacrymogène au poivre. Sa victime, parce que clairement on peut parler là de victime et d'agresseur, car c'est exactement ce que Machel et les enfants étaient l'un pour l'autre. Sa victime donc était forcée à se mettre nue et Machel pulvérisait le spray au poivre absolument partout sur son corps, laissant des traces de brûlures terribles et causant une douleur atroce à l'enfant, qui avait pour interdiction de retirer le produit de son corps et qui devait rester ainsi à souffrir durant des heures entières. Vous le remarquerez peut-être, mais Machel semblait avoir quelque chose avec la nudité, car dans la plupart des cas, elle forçait sa victime à se dévêtir entièrement. C'est un peu comme si elle aimait le fait que les enfants se sentaient terriblement humiliés lorsqu'ils étaient entièrement nus face au reste de la famille, ce qui les rendait d'autant plus vulnérables.
Et parmi les traitements absolument horrifiques qu'elle faisait subir à ses pauvres enfants, on retrouve aussi ses propres ongles qu'elle s'amusait à enfoncer très profondément dans leur peau jusqu'à ce qu'ils ne saignent, ou encore des bains de glace à l'intérieur desquels elle les plongeait durant des heures entières. Et lorsqu'ils ne se trouvaient pas à l'école, leur tortionnaire les forçait à effectuer toutes les tâches ménagères de la maison. Nettoyage, repassage, vaisselle, cuisine, il faisait absolument tout, tandis que Machel, de son côté, restait allongée la journée entière dans son canapé. Mais en 2012, la pression sur leurs épaules va être plus grande encore, car Machel découvre YouTube, et plus spécifiquement les vidéos YouTube dédiées aux contenus familiaux qui tournent autour des enfants. Car à cette époque, ce genre de contenu est très à la mode. Les abonnements et les vues sur ce genre de vidéos explosent tous les records. Et rapidement, les marques s'emparent de ces créateurs, voyant en eux une véritable mine d'or pour promouvoir leurs produits. C'est le déclic pour Machel. Ses enfants lui servent à la servir et à nettoyer la maison. Mais alors si en plus de ça, ils peuvent la rendre riche, alors pourquoi ne pas en profiter ? Et c'est cette même année qu'elle crée la chaîne YouTube Fantastic Adventures, mettant en scène ses 7 enfants adoptifs. Dans ces vidéos, les enfants sont mis en avant. Machel n'apparaît d'ailleurs jamais devant la caméra, elle se contente de les filmer. On peut les voir s'amuser, rire et vivre toutes sortes d'aventures différentes. Les vidéos sont entièrement écrites par Machel. Tout est sous son contrôle. Des dialogues au positionnement des enfants, même leurs rires sont déjà planifiés à l'avance. Il n'y a absolument rien de sincère. Le script de chaque vidéo est bien souvent le même. Les enfants reçoivent une mission et doivent la résoudre ou encore sauver une personne en danger. C'est du contenu assez simple et à petit budget, mais qui fonctionne cependant très bien sur les enfants. Et à partir de ce moment-là, la vie des enfants, qui était déjà un véritable enfer, devient totalement invivable. La chaîne trouve son public et monte en flèche. Elle est très rapidement monétisée et l'argent coule à flot. Le nombre d'abonnés va aussi très rapidement passer de 0 à 200 000. Et vu que les choses avancent à la vitesse de la lumière, pour les besoins du tournage de ces vidéos, Machel aménage une pièce de tournage chez elle. Il s'agit là en réalité d'un placard dont elle a peint les murs en verre pour pouvoir l'utiliser comme écran vert. Mais cette pièce, qui se voudrait être un endroit récréatif pour les enfants, où ils pourraient s'amuser tout en tournant leurs vidéos, devient bien rapidement la source de cauchemars à leurs yeux. Car lorsqu'ils s'y trouvaient enfermés avec Machel, cette dernière ne cessait de leur hurler dessus. Si l'un des enfants avait le malheur d'oublier l'une de ses lignes au moment du tournage, alors elle entrait dans une rage folle et en venait bien souvent aux menaces ou directement aux coups. Et en dehors des tournages, lorsque la pièce n'était pas utilisée, elle se transformait en endroit de torture pour les enfants. Un verrou y avait aussi été installé, et je le rappelle, il s'agit là d'un placard, donc une toute petite pièce, sans fenêtre ni lumière. Il n'était pas rare pour les enfants d'y être envoyés comme punition, et tout comme c'était le cas lorsqu'ils étaient enfermés dans leur chambre, ils étaient entièrement dévêtus, privés de nourriture, d'eau et de toilettes, mais aussi de lumière du jour, ce qui fait qu'ils n'avaient plus la moindre notion du temps. Et certains des enfants expliquent avoir eu l'impression de se retrouver enfermés dans cette pièce durant parfois une semaine entière. La plupart du temps, ils n'avaient d'autre choix que de faire leurs besoins sur eux-mêmes ou dans un coin de la pièce. Et lorsque Machel leur donnait enfin l'autorisation de sortir, c'était à eux de nettoyer la pièce entièrement. Machel, elle, passait ses journées entières affalée dans son canapé, à monter ses vidéos, à réfléchir au prochain contenu qu'elle allait tourner et à répondre aux nombreux emails de marques qu'elle recevait. Le tout en fumant cigarette sur cigarette et en se commandant du fast-food pendant que ses enfants étaient en train de mourir de faim. À ce moment-là, sa chaîne YouTube était un puits sans fond d'argent et c'était tout ce qui comptait à ses yeux. Elle décide donc de retirer les enfants de l'école pour qu'ils soient constamment disponibles dans le doute où une idée de vidéo lui viendrait soudainement. Et vient maintenant le moment de parler des services sociaux et des membres de l'établissement scolaire des enfants, car vous vous demandez probablement comment est-ce que tout cela a bien pu se passer sans que personne ne s'inquiète jamais de quoi que ce soit.
Premièrement, il est très important de savoir que dans les textes de loi de l'État de l'Arizona, il est spécifiquement inscrit que lorsqu'un enfant est adopté par la famille dans laquelle il a précédemment été placé en tant que famille d'accueil, ce qui est le cas des 7 enfants adoptifs de Machel, alors une visite des services de protection de l'enfance aurait lieu tous les 2 mois pour s'assurer que tout aille bien, que l'enfant se développe correctement et reçoive un bon traitement, de même qu'un entretien entre l'agent des services de protection et l'enfant, sans la présence des parents, pour que ce dernier puisse parler plus en détail de l'environnement dans lequel il vit, sans la moindre crainte. Mais dans le cas où il s'agirait d'un enfant aux besoins particuliers, alors ces visites n'auraient pas lieu tous les 2 mois, mais bel et bien tous les mois. Cependant, Machel va réussir à passer au travers des lois durant très longtemps. Sachez qu'entre les années 2010 et 2011, ce sont entre 10 et 15 rapports qui ont été envoyés au service de protection de l'enfance de la part de personnes témoins du mauvais traitement des enfants, et absolument rien n'a été fait en retour. En 2011, une babysitter fait une déposition après avoir réalisé à quel point les enfants semblaient affamés et mal nourris, et surtout en réalisant que les chambres où ils dormaient comprenaient des verrous. Chambres qui étaient en plus de cela dans un état d'insalubrité terrible. Il était difficile d'imaginer comment ces enfants étaient capables de dormir au milieu de tout ce bazar et de toute cette saleté qui recouvrait aussi bien le sol que leur lit. Plusieurs de leurs professeurs ont eux aussi contacté les services de protection de l'enfance après avoir découvert des marques sur leur corps et avoir réalisé qu'ils ne semblaient pas avoir une très bonne hygiène. Ils arrivaient très souvent sales à l'école et portaient sans arrêt les mêmes vêtements. Mais ça n'est pas tout, car les enfants vont eux-mêmes tenter d'obtenir de l'aide de la part de leurs professeurs en leur détaillant les horreurs absolues que Machel leur faisait subir à la maison. La violence, la nudité forcée et le manque de nourriture. Et ils vont aussi mentionner les journées entières passées enfermés à l'intérieur de leur chambre. Mais même après que les services d'aide à l'enfance aient eu vent de tout cela, et même reçu des photos de certaines blessures et bleus se trouvant sur le corps des enfants, prouvant que ces accusations étaient bel et bien réelles, une enquête très basique va avoir lieu et à nouveau, rien n'est mis en œuvre pour venir en aide à ces pauvres enfants. Je ne sais par quel miracle, à chaque fois, Machel est capable de retourner le cerveau des agents et de se faire passer pour l'incroyable maman qu'elle n'est aucunement. Et vous vous souvenez que Machel avait 4 enfants biologiques, 2 garçons et 2 filles. À ce moment-là, les 2 filles avaient déjà quitté le domicile familial depuis quelques années, mais la plus jeune des 2, Megan, venait de temps en temps rendre visite à sa mère et ses frères et sœurs. Elle va même apparaître occasionnellement dans certaines vidéos YouTube de la famille. Megan va elle aussi être témoin de plusieurs abus de la part de sa mère sur les enfants et va contacter les autorités pour les en informer. Mais comme toutes les fois précédentes, rien ne va être fait du tout et la situation reste la même. Ryan et Logan, les 2 enfants biologiques de Machel qui sont à ce moment-là devenus adultes, sont eux revenus habiter chez leur mère après avoir été élevés toute leur vie par leur père. Certaines personnes pensent qu'ils voulaient tout simplement leur part du butin après avoir vu que la chaîne YouTube Fantastic Adventure fonctionnait aussi bien. Ce qui n'est pas impossible car les 2 frères vont eux aussi jouer les acteurs dans de nombreuses vidéos et assister leur mère dans le montage et la création du contenu de la chaîne. Machel leur reversait même un salaire lorsqu'il l'aidait avec les vidéos. Brian touchait parfois jusqu'à 5 000 $ par mois pour sa participation. En 2017, cela fait maintenant de très longues années que les enfants vivent dans ces conditions absolument terribles. Et cette année-là, un nouvel appel à l'aide de la part d'un enfant va avoir lieu. Au mois de mai, l'un des enfants qui était en train de se faire punir par Machel réussit à prendre la fuite. Il est à ce moment-là entièrement nu et couvert de bleu. Machel lui avait apparemment demandé de l'attendre dans le fameux placard utilisé entre autres pour le tournage des vidéos, et le garçon aurait profité d'un instant d'inattention de la part de Machel pour prendre la fuite. Il passe la porte d'entrée de la maison et se met alors à courir à toute vitesse. Mais Machel va bien rapidement se rendre compte de ce qui vient de se passer et contacte les secours. Elle retourne alors totalement la situation en sa faveur et une fois de plus réussit à se faire passer pour la victime. Elle insiste sur le fait qu'il s'agit là d'un enfant très problématique ayant des troubles du comportement et en rajoute une couche en expliquant qu'elle est une personne absolument incroyable d'avoir adopté un enfant aussi compliqué, mais qu'elle vivait actuellement le revers de la médaille car il ne cessait de lui causer des problèmes.
Une patrouille se met à la recherche du jeune garçon et lorsqu'il le retrouve, il est totalement frigorifié et recroquevillé sur lui-même, caché dans le jardin de l'un de ses voisins. Les policiers tentent alors de comprendre ce qui a bien pu arriver et tout ce que ce pauvre enfant, qui est à ce moment-là tétanisé de peur, est capable de leur dire, c'est « Ne me renvoyez pas dans cette maison, je vous en supplie ». Le garçon est alors emmené à l'hôpital pour être examiné, où il détaille au médecin les horreurs que Machel lui a fait subir, à lui et à ses frères et sœurs, à longueur de journée, et ce depuis maintenant plusieurs années. Mais croyez-le ou non, les policiers vont contacter Machel pour l'informer que le jeune garçon a été retrouvé et lui indiquer l'hôpital exact où il se trouve. Et lorsque Machel arrive sur place, elle est autorisée par le personnel médical à rester aux côtés de son fils pendant que les examens de contrôle ont lieu. Et cela malgré tout ce que l'enfant vient tout juste de leur confier. Il est alors examiné et il est conclu que son état est stable. Il va donc être remis aux mains de sa mère et renvoyé chez lui. Il a été renvoyé chez lui après tout ce qu'il venait de confier au personnel médical et à la police. Cette affaire est tellement enrageante, c'est presque difficile d'y croire. Toutes les preuves se trouvaient là, sous leurs yeux. Mais par je ne sais quel miracle, Machel a une fois de plus été capable de retourner la situation et de se placer en tant que victime. À chaque plainte ayant été déposée, des enquêtes ont eu lieu, mais le résultat était le même. Aucune action prise par manque de preuves concrètes. Je n'ose même pas imaginer la punition terrible que ce pauvre petit garçon a dû subir lorsqu'il est rentré chez lui. Le cauchemar continue donc, et ce pour 2 années supplémentaires. Et les enfants qui à l'époque passaient énormément de temps à filmer leurs vidéos YouTube à l'extérieur de leur maison, notamment dans leur jardin, ne sortaient désormais qu'à de très rares occasions. Et le placard qui a été transformé en salle de tournage devient l'endroit où la plupart de leur contenu est filmé. C'est plutôt une forme de punition pour elles, comme si elle voulait s'assurer qu'ils soient le plus malheureux possible en les coupant du monde. Car à ce point-là, les 7 enfants n'ont pas la moindre vie sociale, pas le moindre ami et ne vivent que pour servir Machel, nettoyer la maison et lui rapporter de l'argent. Mais en mars de l'année 2019, enfin les choses vont avancer dans le bon sens. À ce moment-là, les enfants n'ont pas vu de docteur depuis déjà de longues années, et il en va de même en ce qui concerne les dentistes. Et je vous rappelle que Machel ne les autorisait pratiquement jamais à se brosser les dents, donc autant dire que leurs dents n'étaient pas dans les meilleurs états possibles. L'une des filles de Machel avait à ce moment-là tellement de caries que ses dents étaient littéralement en train de pourrir. Machel n'a donc eu d'autre choix que de lui prendre rendez-vous chez le dentiste, et croyez-moi, ça n'était pas de bonté de cœur. Elle n'avait pas le moindre intérêt à emmener la petite fille chez le dentiste. Elle a donc préféré demander à sa fille, Megan, qui était à ce moment-là âgée de 19 ans, de bien vouloir venir récupérer l'enfant chez elle et de l'y amener. Megan, je vous le rappelle, était tout à fait au courant de ce qui se passait sous le toit de la famille Hobson, ou en tout cas une partie de ce qui s'y passait. Mais ce jour-là, elle était sur le point de découvrir une toute nouvelle facette de sa mère. Elle récupère donc la petite fille et l'emmène à son rendez-vous médical. Mais sur la route du retour, alors qu'elle venait tout juste de discuter avec le dentiste et d'apprendre que ses dents étaient totalement pourries, elle décide d'entamer une conversation un petit peu plus sérieuse avec elle pour comprendre comment cela a bien pu arriver. Mais alors qu'elle commence seulement à entrer dans le vif du sujet, la petite fille fond en larmes et se met à détailler les horreurs absolues dont elle et ses frères et sœurs sont victimes au quotidien. Megan est sous le choc. Elle sort son téléphone portable et enregistre la conversation pour s'assurer d'avoir des preuves. Et une fois la vidéo entre les mains, Megan se rend immédiatement à une station de police pour exposer la vérité, une fois de plus. Elle insiste très fortement et demande à ce que cette fois-ci, quelque chose soit fait pour stopper Machel, sinon l'un des enfants allait finir par mourir et il serait trop tard pour revenir en arrière. Et cette fois-ci, pour la toute première fois en 8 ans, les policiers la prennent au sérieux et décident d'agir. Ils se rendent immédiatement au domicile de Machel Hobson. Sur place, ils sont accueillis par Machel et ses 2 fils Logan et Ryan. Ils sont étonnés de ne voir aucun enfant et de n'entendre aucun bruit du tout provenant de l'intérieur du logement. Il y a tout de même 7 jeunes enfants qui vivent sous le toit de Machel. On s'attend donc à ce que la maison ait énormément d'animation et de vie, et surtout qu'elle soit très bruyante. Ils sont donc surpris de voir que la maison est plongée dans le plus grand silence.
Machel s'installe alors sur un fauteuil pendant que l'un des policiers l'interroge. Elle explique avoir bel et bien puni ses enfants en leur donnant une fessée de temps en temps lorsqu'ils n'obéissaient pas, mais qu'il n'y a rien d'illégal dans cela et surtout rien qui nécessite à la police de se déplacer. Pendant ce temps-là, d'autres officiers inspectent la maison à la recherche des enfants et ils les trouvent rapidement enfermés dans leur chambre. Et à la vue des policiers, certains des enfants se montrent pétrifiés de peur, car ils savent très bien que s'ils parlent de quoi que ce soit, alors une fois que les autorités auraient quitté leur domicile, Machel ne se gênerait pas pour les punir de la pire des manières. À ce moment-là, ils ont totalement perdu espoir, car je vous rappelle que ce sont pas moins d'une dizaine d'inspections qui ont eu lieu, mais à chaque fois, personne ne leur vient en aide. Cette fois-ci cependant, les policiers vont prendre le temps d'interroger chaque enfant individuellement et ils vont réussir à les faire parler. Il est évident pour eux que les enfants ont reçu bien plus qu'une simple petite fessée, comme Machel l'a mentionné précédemment, car leurs corps sont remplis de coupures, de brûlures et d'hématomes. Mais ce qui va alerter les policiers bien plus encore que les traces d'abus qu'ils ont sur leur corps, se trouve être la peur dans leurs yeux. Ils semblent tous être totalement traumatisés et terrifiés. Aucune joie à l'horizon, juste de la peur. Certains d'entre eux vont craquer et supplier les officiers de bien vouloir les emmener aussi loin que possible de cette maison. Et une petite fille qui se voit offrir un paquet de chips par l'un des officiers fond en larmes et lui répond ne pas vouloir les manger même si elle meurt de faim, de peur des représailles que Machel lui ferait subir si elle la prenait. L'état absolument insalubre des chambres des enfants va choquer les policiers. Le sol est rempli de crasse et ils semblent pour la plupart dormir à même le sol. Les sprays au poivre utilisés lors des nombreuses séances de torture de Machel sur les enfants sont eux aussi retrouvés, de même que d'autres outils qu'elle utilisait pour les battre. Plusieurs caméras ont aussi été découvertes dans la maison, caméras que Machel utilisait pour traquer les moindres mouvements des enfants. Elle passait apparemment une grande partie de ses journées sur son téléphone à les surveiller, et dès qu'elle apercevait quelque chose qui ne lui plaisait pas, elle passait directement à la violence. Machel Hobson et ses deux fils, Logan et Ryan, sont alors immédiatement arrêtés. Machel est accusée de 29 chefs d'accusation d'abus sur mineurs, d'attouchement et d'emprisonnement illégal. Elle va cependant continuer de clamer son innocence, assurant qu'elle aimait ses enfants plus que tout. D'après elle, ils étaient très heureux à ses côtés et voyaient le tournage des vidéos YouTube comme quelque chose d'amusant et de fun et aucunement comme une punition. Ryan et Logan, qui étaient à ce moment-là majeurs, ont été témoins d'absolument tout ce qui se passait, car je vous rappelle qu'ils vivaient à ce moment-là chez leur mère. Il leur est donc impossible de nier avoir été au courant des nombreux abus et de la violence qui régnait au domicile. Ils sont donc arrêtés pour complicité, mais ne vont jamais être jugés, car quelques jours seulement après leur arrestation, ils sont remis en liberté par manque de preuves. Machel était-elle supposée faire face à la justice, mais elle va cependant perdre la vie le 12 novembre 2019, soit 8 mois après son arrestation, et ne sera donc jamais jugée pour ses crimes. Alors qu'elle se trouvait dans sa cellule, elle aurait fait un AVC et aurait été directement transférée à l'hôpital, où elle aurait perdu la vie quelques jours plus tard. Le juge dans cette affaire a affirmé que si Machel n'avait pas perdu la vie et avait dû faire face à la justice, il est plus que certain qu'elle aurait passé le restant de ses jours derrière les barreaux. Et en ce qui concerne les enfants, sachez que Megan, grâce à qui cette terrible affaire d'abus a enfin pu prendre fin, du haut de ses 20 ans, a décidé d'adopter 2 d'entre eux, tandis que les 5 autres ont été placés dans des familles d'accueil. Du moins, c'est les dernières nouvelles que j'ai eues par rapport à cette affaire qui date de déjà plusieurs années. Donc il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, ils aient été adoptés. Mais en 2023, alors que tout le monde pensait que cette affaire faisait partie du passé et que tous les terribles secrets de la famille Hobson avaient déjà été révélés, Logan et Ryan ont créé la surprise en se faisant arrêter pour abus sexuels sur mineurs. Durant tout ce temps, ils auraient abusé de plusieurs des enfants adoptifs de Machel, mais aussi d'enfants ayant été placés temporairement sous son toit en tant que famille d'accueil. Logan a reçu 4 chefs d'accusation d'abus sexuels sur mineurs et vient tout juste d'être jugé, le 15 janvier 2025 pour être exact. Il a reçu une peine de 4 ans d'emprisonnement ainsi que l'obligation d'apparaître dans le registre des prédateurs sexuels des États-Unis. Tandis que Ryan a lui reçu 2 chefs d'accusation pour abus sexuels et est à ce jour encore dans l'attente de son procès. La chaîne YouTube Fantastic Adventures a depuis été fermée et seuls quelques extraits de leurs vidéos sont encore disponibles en ligne.
Cette affaire a ému et choqué le pays entier et a surtout mis la lumière sur l'inefficacité du système de protection des enfants et d'absolument tous les services étant intervenus durant cette dizaine d'années. Il y a eu tellement d'opportunités pour que tout ceci s'arrête bien plus tôt, mais c'est comme si tout le monde préférait porter des œillères et faire comme si rien ne s'était passé. J'ai le cœur en morceaux pour ces enfants qui ont au fil du temps totalement perdu espoir que qui que ce soit ne leur viendrait en aide. Aucun adulte n'a été capable de les sauver de leur misère durant tout ce temps. Et ce, même après que l'un des enfants ait pris la fuite entièrement nu et ait littéralement supplié tout le monde pour qu'on ne le renvoie pas dans cette maison. L'inefficacité dont ont fait preuve les policiers et les médecins à ce moment-là est totalement inadmissible. Et c'est ainsi que se conclut notre affaire du jour. Et mon Dieu, quelle affaire! J'ai l'impression que ça a drainé toute mon énergie. J'ai très hâte, comme toujours, de connaître vos retours dessus, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos opinions. Et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!